Bonjour tout le monde. Euh, donc, pour aujourd'hui, on va parler sécurité. Oh, est-ce que la caméra est disparue? Mais en fait, ta caméra Oui, est toute OK. noire comme. Ah, voilà. Ah, c'est bon. All right. Super. Donc, bonjour tout le monde. Je vais juste commencer par me présenter. Donc, Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest. Ça fait notre 15e année cette année. Ça fait depuis à peu près 2008, j'ai commencé à travailler en sécurité. J'ai appris ça par moi-même avant. Donc aujourd'hui, je suis chez DoorDash, je gère l'équipe de sécurité applicative. Avant ça, j'étais au niveau de GoTo, qui sont aussi un bureau à Québec, Duo Sécurité, Security Compass. Donc, j'ai toujours été du côté sécurité applicatif et hacking web applicatif. Si ça vous intéresse, j'ai des petites shameless plugs là, avec mon podcast et autres. Si la sécurité vous intéresse, on parle de sécurité à toutes les 2 semaines. Puis on dit les vraies choses, ça peut être intéressant. Donc, en termes de, bien, évidemment, ça va être plus pour le monde dans la salle, mais si vous voulez aussi sur le chat ou autre en ligne, en termes de profil, vous êtes comme ça, qui est ici? J'en connais un. C'est quoi votre profil de job en général, juste pour avoir une idée? Super. Cool. Tous les sujets qu'on parle ce soir. Parfait. All right. Donc, aujourd'hui, en termes de qu'est-ce qu'on va parler, sécurité applicative, évidemment, différencier un peu c'est quoi le AppSec versus le ProdSec, peut-être des mots que vous avez déjà entendus. Les types de tests de sécurité, ce qui est important de comprendre pour pouvoir faire l'intégration de la sécurité dans vos processus par la suite. Le SDLC, qui est le processus en tant que tel. Le concept de shifting left, je ne sais pas si vous avez déjà entendu celle-là. Ensuite, on va parler de comment intégrer un peu la sécurité dans votre développement, dans votre QA, etc. C'est interactif, même en ligne, là, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'arrêter. Sécurité applicative, puis j'ai un bonus sur celle-là. Est-ce qu'il y en a qui savent d'où que le GIF provient? De quel film? On va voir s'il y en a qui aiment les films de hacking. Non? Vous écouterez Swordfish, qui est un film ridicule de hacking, mais ça démontre comment un compilateur fonctionne. Là. Il assemble des cubes ensemble, ça n'a aucun sens, mais c'était bien montré pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. All right. Sécurité applicative, c'est la sécurité dans le développement. Fait que le développement logiciel, autant pour les clients, donc le produit qu'on offre à nos clients, et que ce soit autant pour des plugins qu'on intègre avec des fournisseurs externes. Et aujourd'hui, évidemment, là, tout est en SaaS, fait qu'on se connecte partout. Sécurité applicative est extrêmement importante dans ça. Si vous regardez les nouvelles puis le hacking, il y a beaucoup de supply chain attack, tout ce qui est relié au fait d'un partenaire tiers qui rentre dans votre entreprise via un service quelconque pour compromettre votre organisation, votre code, etc. Vous avez peut-être entendu parler de SolarWinds, où ils ont compromis le code dans un pipeline et ce code-là était transmis aux clients. Dans le fond, ils vendaient le code aux autres. Et ils ont réussi à compromettre là, des centaines de milliers d'entreprises, dont Microsoft, Cisco et autres. Développement logiciel interne, ce n'est pas parce qu'on fait de la sécurité que c'est juste pour les clients externes. Tous les outils internes sont extrêmement importants. Puis généralement, on se retrouve avec le concept des admin tools, un outil pour faire l'administration de notre système, de nos bases de données, de la liste des clients, etc. Si vous regardez dans les nouvelles, encore une fois, Twitter a été piraté au complet parce qu'ils ont réussi à avoir accès à cet admin tool-là. Ils ont usurpé l'identité de Musk dans le temps et autres. Puis ils envoyaient des messages de Bitcoin, envoyez-moi de l'argent à telle adresse, je vais vous donner de l'investissement, peu importe. Ils ont réussi avec, en 1 heure, je pense, à voler 300 000 comme ça. Tout ce qui est intranet, les systèmes de support. Donc, si vous avez des agents externes à votre entreprise, qui évidemment existent ici, c'est tous des systèmes qu'on doit faire. Là, ça, je ne sais pas si vous en faites, mais l'infrastructure as code, dans le fond, de créer l'architecture, l'infrastructure à partir du code, on parle de Terraform et autres. Je pense sécurité applicative, si vous avez ça. Ouais. C'est toutes des choses au niveau que la sécurité doit être regardée là, au niveau applicatif. Est-ce qu'il y en a qui savent un peu la différence entre AppSec et ProdSec? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je n'ai vu pas en ligne une fois de plus. En fait, c'est produit. So, product sec. Ouais. Fait que c'est Application Security puis Product Security, ce qui est techniquement la même chose, mais au niveau de l'Application Security, c'est qu'on veut faire la sécurité du produit en tant que tel. Et au niveau du produit, c'est tout ce qui englobe le produit. Fait qu'autant l'infrastructure as code, comme je parlais, le cloud, les configs, le déploiement, c'est finalement du développement jusqu'à la mise en prod. Donc, ça peut être deux choses différentes. Pour les types de tests de sécurité, puis ça, c'est le fun parce que j'ai donné plusieurs conférences au Québec là-dessus, on a un problème de compréhension de qu'est-ce que les tests sont et à quoi ils servent. Donc, c'est important de faire une bonne différence ici. On a le concept de base qui est les scans de vulnérabilité. Donc, balayer, regarder qu'est-ce qui est ouvert sur les machines, savoir quels services sont en fonction, est-ce que les fonctionnalités, les services, etc., sont vulnérables. Donc, ça, c'est un produit automatisé qui regarde le service est à la version X, la version X a été vulnérable, oui, non, puis il te donne le résultat. À partir de là, malheureusement, il y a beaucoup de faux positifs, mais ça donne une bonne vision des vulnérabilités dans notre concept de vulnerability management, de savoir, dans notre parc informatique, on a tant de serveurs qui ont, ou de postes, peu importe, là, qui ont des vulnérabilités, puis à tous les jours, des nouvelles vulnérabilités. Fait que ça fait un cycle qui monte puis qui descend tout le temps. Ça, c'est beau. C'est fait surtout pour patcher les vulnérabilités. Du côté du scan de vulnérabilité, là, on va avoir, relié à ça, c'est un taux très faible de retour sur investissement parce que ça ne va pas découvrir rien de logique. C'est automatisé, c'est de base, ça ne trouve pas grand-chose. Après ça, on peut faire du security assessment, une vérification de sécurité qui est un peu plus avancée, un peu plus manuelle pour faire du hardening de système. Regarder vraiment comment sécuriser notre système, mettre des mesures de sécurité. Là, notre retour sur investissement va augmenter un peu plus parce qu'on a quelqu'un qui a passé du temps à mettre de la sécurité dessus. Je passe un peu les concepts, mais vous aurez accès à toutes les slides. Après ça, on a le concept de test d'intrusion. Puis là, c'est un peu là que ça devient le fun, surtout quand vous regardez les appels d'offres au gouvernement. Ça s'applique peut-être moins ici. Mais les appels d'offres au gouvernement, vous avez un test d'intrusion, puis à la page 50, c'est marqué « Ce test d'intrusion doit être non intrusif ». Ce qui est super utile parce que vous payez 50 000 pour quelqu'un qui paye sur un scan automatisé que je viens de dire qui ne donnait pas grand-chose. Fait qu'il faut vraiment faire la part des choses ici. Puis c'est dommage parce que c'est répandu là, dans les organisations. Mais au niveau du test d'intrusion, on va le voir plus tard, tous ces éléments-là fit dans notre processus de QA, dans notre processus de développement et de test de sécurité. Au final, ça revient toujours à un 30 à 60 parce que ça dépend de la personne qui fait le test. Si vous utilisez toujours la même personne qui fait les tests de sécurité, les résultats risquent d'être toujours presque semblables. Puis après ça, on parle de Red Team, Blue Team et autres. Là, on n'est vraiment plus en mode automatisé ou dans nos processus. C'est des trucs très manuels qui permettent de tester les risques d'affaires. C'est basé sur les threat models et autres. Est-ce que vous avez des questions rendues là? Je ne sais pas si en ligne, s'il y en a aussi. Non, il n'y a pas de trouble. Vas-y. Là, j'essaie de me situer, donc aussi la qualité. Oui. J'essaie de me situer, je vais super tourner pour le Sonar Cube ou des choses comme ça, qui vient justement, probablement, j'en ai dit, tombe dans ta première. Oui, exact. Au niveau scan. Non, ça vaut la peine parce que le scan que je parlais là, un scan de vulnérabilité, est généralement plus au niveau de scanner ce qui est déjà en production. Okay. Le niveau Sonar Cube, qui est dans le pipeline, puis là, c'est ça, c'est voler mon punch. On va le voir, c'est que ça coûte moins cher parce qu'on trouve les bugs au début. Okay. Fait que ça analyse le code. Un scan de vulnérabilité plus à la Nessus, tout est déjà fini, tout est en prod, puis ça scanne les parts. Là, tu n'es plus au niveau application, mais tu es au niveau à la fin de voir qu'est-ce qui est exposé, est-ce que ça fait du sens, oui ou non. Oui, tout à fait. Non. Okay. En fait, les scans de pentest automatisés, c'est ceux qui vont, je vais en parler plus loin, le DAS, c'est ceux qui ont un peu moins d'intérêt parce que c'est comme un pentester qui vient faire des trucs automatisés. Fait que tu n'as pas la logique en arrière. Oui, ça.
Ça, c'est vraiment un groupe de hackers, genre. Oui, puis ça, il y a plusieurs niveaux, puis c'est très sommaire ici, mais le concept officiel d'un Red Team, c'est d'attaquer le business risk. Fait que c'est vraiment le risque d'affaires. Fait qu'initialement, il faut avoir un modèle de risque qui a déjà été fait dans l'entreprise. Et quand tu as des entreprises qui n'ont pas ça, bien là, on part de loin. Puis l'idée, c'est de dire, bien, si je parle à la personne des RH, au VP, puis je lui dis, qu'est-ce que dans ta business, du jour au lendemain, si tu ne l'as pas ou que c'est hors ligne, ou que si les données sont volées, que ta business ferme, ou très grand risque que ça ferme. Ce que la personne répond, c'est ce que le Red Team est supposé d'attaquer sur tous les départements. Et ce qui est le fun du Red Team, c'est que c'est tous les domaines. Quand on parle de domaines, c'est physique, social, IT puis électronique. Fait que tu peux avoir quelqu'un qui rentre dans le building avec du social engineering, qui va connecter une clé dans un port, qui va faire une connexion web, puis quelqu'un va appeler au téléphone. Tout peut être connecté ensemble. Au final, c'est un risque d'affaires. Puis, tu sais, ça a l'air très James Bond, là, mais si vous regardez le mois, 2 mois, je pense, Hydro-Québec avait un espion chinois. Là. Puis, il y en a un récent, je pense, dans les derniers jours aussi, je ne me souviens plus où. C'est constant, mais évidemment, ce n'est pas fréquent, là, mais ça arrive. Ouais. Oui, excuse. La question était au départ si les scans automatisés, c'était la même chose que le scanner dans les codes, dans le code source là, avec SonarQube. Ouais. En fait, les tests de sécurité à faire, ça dépend d'une question de maturité. Tu n'iras pas faire un Red Team quand ton équipe de sécurité commence. C'est sûr qu'on va tout démolir et réussir à tout attaquer. Il faut tout avoir fait un après l'autre. Les scans de vulnérabilité, avoir fait le hardening, avoir fait les tests d'intrusion. Puis après ça, pendant tout le processus de vulnerability management, là, la gestion de corriger les bugs est faite comme il faut. Puis tout le monde a des playbooks sur la réponse d'incidents, etc. Et comme il faut, là, on peut faire du Red Team. Avant ça, au final, on tourne en rond. Fait que là, pour rentrer dans le vif du sujet, SDLC, qui est un terme réutilisé autant en sécurité qu'en développement, qu'en QA, qui est généralement le Software Development Lifecycle. C'est là aussi le Secure Software Development Lifecycle ou le Secure Development Lifecycle. Fait que c'est au niveau de la sécurité. Fait qu'en termes de non-sécurité, on a généralement cette belle image, j'ai trouvé sur le web avec un arbre, où on part de la planification, on fait notre analyse, on design le tout, on l'implémente, on le code, on fait nos tests, puis on pousse ça en production. Fait que ça, c'est le développement habituel. En termes de sécurité, c'est la même chose. C'est un processus qui s'intègre dedans, mais qui doit avoir les étapes de sécurité. Puis là, le SonarQube qu'on parlait, il est là. Le Security Analysis, puis on va le voir après. Le Static Analysis en bas à droite. C'est là que le SonarQube arrive. Au début, le problème de la sécurité, c'est que souvent, on a une demande de projet la journée avant d'aller en production, la semaine avant, ce qui n'aurait pas dû être le cas parce que la mise en production, c'est où ce que le support est, presque ici, là, au niveau 5 à release. La sécurité doit commencer à l'analyse ici, l'analyse des besoins d'affaires, où ce qu'il n'y a pas de produit, c'est là que la sécurité devrait être pensée, avec une analyse de risque, etc. Pour chacune de ces étapes-là, on peut intégrer de la sécurité, des checks de sécurité et autres. Au début, évidemment, c'est plus vague. Fait qu'on parle de threat modeling, d'une analyse de risque. On regarde est-ce que notre produit, qu'est-ce qu'on veut en faire, où est-ce que les risques potentiels sont. Puis plus que le développement avance, plus que ça devient technique en termes de risque. Ça commence au planning. Oui. Ça commence au planning, c'est commence ça. C'est un architecte, c'est des gens qui c'est des développeurs. Comment ça se fait pour commencer au premier? La question est comment on fait pour avoir la sécurité au planning au début. Ça, c'est l'enjeu international de la sécurité dans toutes les entreprises, tous les gouvernements. Il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est faut que la responsable de la sécurité de l'organisation s'assoie sur le board et explique les risques pour que l'entreprise suive la sécurité dès le début. C'est un concept de relation puis d'expliquer les choses. S'il n'y a pas une bonne relation du niveau TI sécurité qui monte jusqu'au board, ça ne redescendra jamais. Puis, de se battre au niveau d'un analyste pour dire à la haute direction de faire de la sécurité, ça va vous prendre 25 ans à réussir ça. Souvent, c'est là, mais à l'architecture, tu es déjà au niveau 2 après le planning. Ce qui est correct, qui est mieux que rien, parce que souvent, on le voit au niveau 4 ou 5. Là.
Mais le but au niveau du planning, c'est juste de dire, bon, on développe un nouveau produit. Ce nouveau produit-là a ABC comme requis. Est-ce que ABC a besoin de la sécurité? Si oui, dans le planning, on va appeler l'équipe de sécurité qu'on va être rendu là. Au lieu de, on l'a développé, on l'a testé, on s'en va en prod, on va appeler l'équipe de sécurité, voir si ça marche. L'équipe de sécurité dit, ben là, il faudrait tout que tu refasses. Il faudrait que tu en recules d'1 an et demi. C'est là que ça coûte cher. Fait qu'au final, c'est ça. Dans le planning pour savoir quoi faire, la revue d'architecture, l'analyse de risque, les statistiques analysis, on va en reparler. Tout ce qui est les revues de code de sécurité. Mais vous voyez, tout ce que je dis, ça fait avec le QA. C'est 100% du QA. Après ça, le Security Assessment à la release, c'est les tests d'intrusion. Puis au final, le support, ben là, ça dépend comment ça fonctionne dans l'entreprise. Dans d'autres méthodes, ça ressemble à ça ici. Puis un des premiers points dans les requis, c'est aussi, il n'est pas là, mais c'est la formation. Vous devez former tous vos développeurs pour la sécurité. Puis après ça, on suit toutes les étapes qu'on vient de dire. Oups. Former les développeurs, sur toutes les étapes qui sont ici. Sur comment faire l'analyse de risque au début, comment faire l'architecture, comment intégrer le code dans le pipeline là, pour les tests automatisés de sécurité, le static analysis, comment faire des revues de code, quoi demander pour les pentests externes, comment analyser un rapport de pentest. C'est bien beau payer une entreprise 100 000, puis elle te donne un rapport, tu ne sais pas quoi faire avec. Il faut que tous ces processus-là s'enclenchent un après l'autre. Ben oui, c'est là qu'on s'en va, là. Puis que là, si on parle de DevSecOps, ben là, tu as deux cercles qui mergent ensemble, ou DevOps, là, avec la sécurité dedans, qui vient faire le DevSecOps. Pour chacun des étapes dans votre pipeline, tu as l'étape de sécurité qui va avec. Eux, ils donnent plein d'exemples. C'est un screenshot que j'ai trouvé en ligne, comme Secure Code Warriors, c'est une plateforme en ligne pour apprendre à faire du développement sécuritaire. Fait qu'ils vous montrent une application qui est vulnérable, vous la corrigez, ils vous l'expliquent, blablabla. Fait que c'est la partie formation. Parce que tu as le static analysis, tout revient à la même chose que je viens de dire. Tout ça pour dire qu'il faut faire un shift left, de prendre la sécurité et la mettre le plus à gauche possible au début du projet. C'est ça qui va sauver la majorité des entreprises. L'affaire d'arriver en prod et faire la sécurité, il est trop tard. Fait que vers la gauche, la sécurité au début des processus de développement, donc Secure by Default. Puis là, j'en parle pas, mais c'est la même chose, là, la vie privée. Puis si vous suivez un peu ce qui se passe, le Privacy by Design doit être inclus dans tous vos projets aussi. Fait que quand vous demandez de l'information à un client, si vous avez besoin de l'information ABC, vous n'êtes pas supposé d'y demander le reste de l'alphabet. Vous devez rester à votre minimum. Vous devez traquer ces données-là pour savoir quelles données vous leur demandez, pour savoir dans vos tests, dans vos bases de données, dans vos investigations, etc., qu'est-ce qui a été divulgué et autres. Une question. Oui. Est-ce que la sécurité doit être aussi impliquée dans un projet connexe à l'application tel que le projet de test automatisé? Je ne comprends pas ce que ça veut dire connexe dans ce contexte-là. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Elle parlait des tests automatisés, le mot connexe à l'application, je pense qu'elle parle de l'application. Tests automatisés. Ah, dans les tests automatisés, oui, puis c'est mes prochaines slides. On y arrive. Je vais répondre, si je ne réponds pas dans les prochaines slides, là, juste à me mentionner. Fait que vers la gauche, en fait, ce que ça veut dire pour résumer le processus, là, le cercle que je viens de vous montrer, puis évidemment, ça, c'est hors QA, mais ça reste que c'est ce qui fait que tout s'améliore en termes de sécurité. La sécurité doit commencer la journée que vous onboardez, qu'il y a un nouvel employé qui joint l'entreprise. Cette journée-là, l'employé doit apprendre la sécurité. Pour vous donner un exemple, dans une des meilleures entreprises de sécurité que j'ai travaillé, c'est une compagnie de sécurité. C'est sûr que c'est un peu biais, là, mais dans la journée 1, après 3 heures que tu es assis dans la formation de comment connecter ça à tes courriels et tout, ils t'envoient un phishing. Ça fait 3 heures que tu es là. Ils viennent juste de te montrer comment détecter un phishing, puis l'heure d'après, tu en reçois un. 90% du monde clique dessus, évidemment, là, mais c'est très drôle. Puis ils ont tout un concept de rendre ça positif, fait que ceux qui le détectent, ils obtiennent des cadeaux, etc. C'est super le fun.
la formation que j'ai parlé, la planification, le design. Puis après ça, ben, c'est là qu'on tombe dans la partie plus QA, le pipeline de développement, tout ce qui est CI/CD, les tests unitaires, le QA, que ce soit dans le pipeline ou pas. Et après ça, dans vos livraisons mises à jour. Oui. Quand tu parles de formation, est-ce que tu parles des fameuses formations qu'on a genre 2 semaines? Non, pas les. Quand on parle de formation, je ne parle pas des trucs business plates, là, d'une petite vidéo à checker en ligne. Non, ça, c'est de la compliance. Là. C'est de l'obligation d'entreprise à dire oui, tout le monde a été formé, mais c'est très haut niveau, c'est très. C'est ça. On arrête là. Donc, quand je parle de formation, c'est de dire que, mettons, on a quelqu'un en sécurité ici, l'équipe de sécurité doit être formée pour justement le côté attaque-défense. Tu sais. Mais c'est l'équipe de sécurité. Et ils le savent, c'est leur job. Il faut que les développeurs apprennent comment programmer sécuritairement. Fait que là, on parle de comment écrire du code sans injection SQL, sans XSS, sans la liste complète d'attaques. Fait que ça, c'est des formations privées. Il y en a en ligne. Il y a plein de manières de faire ça. Ça, c'est à l'année longue. Puis il y a plein de méthodes d'introduire ça en entreprise avec, je ne sais pas si vous avez déjà connu le concept de Security Champion, avoir un champion de sécurité dans chaque équipe. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut faire. Là. Aujourd'hui, la sécurité est à la fin du processus, avant la mise en prod, à la mise en prod ou après. Quand je parle d'après, c'est les tests d'intrusion qui sont faits quand le produit est en ligne. Fait que c'est pas idéal parce qu'un problème de sécurité en production coûte à peu près 100 $ à régler versus pas en pré, mais en développement, c'est 1 $. Juste la différence, ça, c'est presque du 100. Il y a plein de maths en ligne. Il y en a, c'est du 20 fois, il y en a, c'est du 100 fois, mais ça reste que le pourcentage est ridiculement élevé. Au final, la sécurité, là, c'est du QA. C'est la même chose. Le problème en entreprise, c'est que le QA ne fait pas de sécurité. Puis c'est un peu là qu'il faut améliorer les choses parce que la sécurité dans les tests, c'est juste un mindset qui est différent. C'est de l'automatisation. Puis l'objectif, c'est que tout soit automatisé. Puis il faut s'intégrer dans le pipeline de développement. Au niveau du QA, c'est pas mal la même définition, les mêmes choses où on va faire ça. Fait que le QA, c'est de la sécurité parce que dans le fond, on valide que les fonctions font ce qu'elles sont supposées de faire d'après le design. Right? Les seules données prévues, reçues dans l'application, doivent être traitées. Le reste des données qui n'ont pas de sens ne doivent pas être traitées dans ça. Le seul type de données, les encodages, blablabla, doivent être acceptés, pas les autres formats. Est-ce que je me trompe? C'est ça du QA? Et si on avance, le premier point, les fonctions font qu'est-ce qu'elles font? Bien, prenez le concept que l'utilisateur A appelle la fonction de l'utilisateur B. Si ce test-là n'a pas été testé, c'est un problème d'autorisation. On appelle cette attaque-là un privilege escalation, là, une escalation de privilège de gauche à droite. C'est horizontal. On peut faire la même chose de haut en bas, c'est vertical, où ce qu'un user devient un admin. Puis la seule manière de tester ça, c'est que tu prends la fonction de l'utilisateur, tu prends son cookie, c'est header, session, whatever, puis tu vas aller faire un test avec un autre utilisateur ou un rôle au-dessus. C'est du QA, il n'y a rien de spécial encore là-dedans. Un utilisateur non authentifié qui accède à une fonction authentifiée. Fait que ça reste des tests de base de QA, mais avec un mindset de contourner et de sécurité, hacking, etc. Quand on parle que les données prévues sont traitées, rejeter les mauvaises données. Bon, on parle d'injection SQL, par exemple, de XSS et autres. Si j'envoie le quote ou quote est égal à quote, en injection SQL, cette attaque-là retourne toutes les lignes de la table dans la base de données. Fait qu'on peut généralement, quand on contourne les systèmes d'authentification, on devient admin comme ça, parce que quel est le premier utilisateur inséré dans la base de données? Admin, ça retourne tous les champs de la BD. Le premier champ est à l'admin, on devient admin. Ou sinon, si c'est une page web qui diffuse l'information, qui fait un select pour afficher, bon, voilà, la BD au complet qui va s'afficher à l'écran. Oui. Parce que tu dis que c'est la même chose que faire du QA, mais je regarde, au début, c'est facile. Je dis, OK, après ça, le type d'injection, la façon d'entrer. Oui, là, ça devient compliqué, là, évidemment. Oui. J'ai les listes à la fin pour la démo vite. Tout à fait. Après ça, les seuls types de données, l'encodage. Là, on voit de l'encodage en bas, c'est du HTML encode.
généralement, le browser l'accepte, mais dépendant de votre application, comment ça peut être fait. Peut-être que ça va accepter la donnée puis elle n'est pas supposée. C'est le même texte juste au-dessus, là, c'est les quotes or quote est égal à quote. Des questions? Oui. Pipeline et automatisation. Ce qu'on veut faire en automatisation, puis là, on revient avec la question du début avec SonarQube, c'est intégrer les tests de sécurité de manière automatique dans le pipeline de développement. Le premier de SonarQube, justement, c'est un SaaS, c'est du Static Analysis direct dans le pipeline. C'est au début quand le développeur fait son code. Fait qu'on est du côté du problème à 1 $ au lieu du 100 $ en pentest. Après ça, tu as le concept du DAST, qui est techniquement un pentest automatisé. C'est un outil qui va faire des injections. La partie complexe que vous venez de demander, là, va faire ces tests-là automatisés, mais il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de concept de user A vers user B. Il va essayer ce qui est techniquement accessible. Puis après ça, ben, tu as des concepts au runtime. Il y en a d'autres aussi qui existent, là, mais le but, c'est de faire le plus qu'on peut là-dedans parce que c'est au début. Fait que tu formes ton développeur qui code correctement. Ces automatisations-là vont détecter les problèmes, vont avertir le développeur, le bloquer, etc. Donc, comment faire ça? En fait, quand on fait dans le pipeline, quand on fait un PR, un merge ou autre, on va faire le scan du code source avec le SAST. Et on peut faire plus que ça parce que, au fond, dans le pipeline, c'est juste un step qui dit « Veuillez exécuter telle affaire sur mon code source, puis vérifie telle chose. » Fait que oui, le SaaS va vérifier les vulnérabilités dans le code, mais on peut regarder aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait mis un password hard-codé dans le code? Est-ce qu'il n'y a pas des clés d'Amazon là-dedans qui ne sont pas supposées d'être là? On peut scanner, faire la même chose pour tout ce qui est Terraform, Pulumi et autres, qui est l'infrastructure as code. Si quelqu'un met un code pour qu'un S3 bucket soit public sur le web, on peut le détecter facilement comme ça. Puis évidemment, des revues de code entre développeurs au niveau du QA, au niveau de la sécurité. Juste cette étape-là, ça fait 3 revues de code, plus le source, plus le SAST. Fait que tu es rendu à 4 revues de code. Fait que s'il arrive un bug en production, c'est qu'il était très complexe ou que vraiment tout le monde a cliqué oui, puis tout le monde s'en fout. C'est un des deux. Au niveau du build, ben, on peut faire la même chose puis checker les paramètres, pas les paramètres, les librairies open source. Dans nos applications, on va aller chercher un jQuery version quelque chose. Si elle n'est jamais updatée, il y a des vulnérabilités qui sont trouvées dedans. Fait que ça va scanner est-ce que la librairie dans mon application est vulnérable, oui ou non. Le DAS, comme on a dit, qui va scanner. Et après ça, on tombe avec tous nos tests externes. Oui. Est-ce que ça ne devient pas un bottleneck de la production comme telle? Il faut attendre, évidemment, dépendamment de la taille. Oui. Comment que tu champion aussi? Oui, exact. Est-ce que, dans le fond, la question est, est-ce qu'il y a un bottleneck qui est créé si on fait de la revue de code? La réponse est oui, mais tu t'organises pour non. Il faut que ce soit priorisé. Le problème en entreprise, les équipes de sécurité sont trop petites, fait que ton bottleneck va toujours apparaître. Pour donner un exemple, les équipes de sécurité, ça doit être 3% des TI ou de l'organisation. Ce qui veut dire, pour, mettons, industriel, c'est quelques centaines de personnes au niveau de l'équipe de sécurité applicative. Est-ce que c'est ça que vous êtes? Non. C'est sûr qu'il y a un bottleneck. C'est pas IA le problème, c'est constant dans l'industrie. Fait qu'il faut que ça soit fait sur de la priorité. Il faut que ton test, que ta revue de code soit faite sur les systèmes que tu considères critiques ou qu'il y a de la donnée super sensible, que c'est exposé, etc. Si tu vas faire ça sur l'intranet, sur des données qui n'ont pas d'importance, c'est sûr que ça va faire du bottleneck. Mais ce qui est le fun avec le concept de champion, justement, c'est que toutes ces étapes-là sont faites d'avance. C'est shift left au complet tout le temps. Et ton SaaS va en trouver plein. Toutes les erreurs de base sont déjà trouvées dans ton SaaS. Fait qu'au final, ton équipe de sécurité est supposée de faire du review juste sur les trucs critiques. Oui. Dans le fond, c'est comme quand on analyse de risque et déterminer. Exact. Les secteurs critiques, c'est juste les revues sur les affaires critiques pour sauver justement une équipe. Oui, c'est en plein ça. Oui. L'analyse de risque te dit quoi faire, à quelle place. Puis le reste, bien évidemment, il y a des exceptions, là, mais officiellement, ton SAST scanne tout, ton DAST aussi. Ta revue de code, c'est sur les trucs
critique ou tes gatekeeping, parce que, mettons, l'équipe de sécurité peut dire, moi, la clé suivante pour accéder à tel système, c'est nous qui dit oui ou non. À part ça, tout le reste devrait être externe. Oui. Puis ton SAS, Comment? Excuse? tu choisis comment? Quel outil? Là, je ne veux pas trop divulguer. Non, non. Ma question. En fait, comment choisir un SaaS, ça dépend de tous. Il faut que ça fitte avec votre processus de développement, il faut que ça fitte avec le budget, il faut que ça fitte avec beaucoup de choses. Il faut faire une bonne preuve de concept avec plusieurs produits. Il y en a qui vont plus souffrir, parce que dans le fond, Oui, oui. C'est le gros nom. Oui. Finalement, ce que je suis en train d'apprendre, c'est que ça ne couvre pas nécessairement tous les langages. C'est ça le problème. Puis, tu vois, à mon entreprise présentement, là, mon équipe est en train d'en tester plusieurs. Puis, oui, pour la question comment choisir le SaaS, mais en fait, il faut que tu aies un critère de sélection. Fait que oui, le langage, c'est le premier. Tu sais, si vous développez en Java puis l'outil ne fait pas d'analyse Java, ça part mal, là. Fait qu'il faut que ça supporte le langage. Après ça, c'est l'intégration dans vos systèmes. Parce que si ça trouve un bug, comment tu l'intègres pour avoir l'alerte qu'il y a un bug, comment tu crées une étiquette, etc. Et faux positif. Fait que la preuve de concept permet de mettre deux produits qui scannent le même bug, dire un qui en a trouvé 100, l'autre en a trouvé 12. Je risque d'aller de ce côté-là. L'autre point qu'on ajoute de notre côté, c'est qu'on veut, ben, ça, c'est pas pour tout le monde, là, mais nous, on veut créer nos propres règles de scan. Sur le marché, je pense qu'il y a 2 produits qui offrent ça. Fait qu'on ne peut pas aller très loin, là. Quand je dis règle de scan, c'est de dire, ben, je veux que tu analyses le code de telle manière et que s'il y a ce comportement-là, que tu laves une alerte, que tu crées une étiquette, etc. Mais ça, ce qui est le fun de ça, c'est que tu peux l'utiliser dans l'autre sens. Au lieu de dire, je veux trouver un bug de sécurité, je veux voir, est-ce que l'équipe de développement a mis en place les fonctions de sécurité? Tu checkes l'adoption de sécurité. Ça, il n'y a aucun produit qui peut le faire si tu ne crées pas tes règles. Il n'y a aucun produit qui sait que la fonction s'appelle Bob machin chose. Fait qu'il faut que tu lui dises, regarde dans tous tes repos, est-ce que, la personne a callé la bonne fonction? Excusez. Oh. All right. Ce qui est le fun avec l'intégration dans le pipeline, c'est qu'on peut faire ça de manière graduelle. Fait on peut dire que je scanne le code avec le SAST et le SAST va trouver un problème. On peut dire qu'on fait ça au PR, au merge, à l'étape que vous voulez. Le problème, c'est si on fait ça au PR, généralement dans une entreprise qui est assez grande, il va en avoir des centaines par jour, fait que ça demande beaucoup de ressources. Au merge, ça peut être plus logique, mais ça, on peut le faire de manière graduelle. Et surtout, on peut dire un avertissement versus bloquer le PR ou le merge. Fait qu'on peut dire, si tu découvres un problème qui est considéré critique, de juste l'afficher à l'écran dans ta compilation, de dire, ben il y a un problème critique, vous devriez l'arranger. Mais tu ne bloques rien. Pour que le monde s'habitue avec ce processus-là. Après ça, tu mets l'avertissement sur le haut, le critique et le haut, et là, tu bloques le critique. Fait que tu y vas de manière graduelle comme ça. Évidemment, tout ça doit suivre les SLA. Fait que vous, si, là, c'est des exemples, là, mais généralement, ça ressemble à ça. Un bug critique, ça doit être réglé en 24 heures, élevé 7 jours, etc. Fait qu'il faut tout que le processus merge avec votre processus de gestion de vulnérabilité, là. Ça couvre pas mal tous mes points. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je peux faire une mini démo après. Oui. On va arrêter ça ici. De firmes externes pour faire des tests de pénétration, mais Ouais. si tu veux être en continu, tu ne peux pas faire appel à chaque déploiement que tu fais. Non, exact. Pour faire des tests de sécurité en mode continu, il faut que tu aies une équipe qu'on appelle la sécurité offensive à l'intérieur de l'entreprise. C'est d'avoir son propre Red Team. C'est pas obligé d'être un Red Team là, sur tous les domaines qui attaquent tout. C'est l'autre nom que je donne à ça, qu'on fait là, présentement à Major, c'est du continuous testing. C'est des tests en mode continu, de dire que tu as des personnes dédiées qui vont aller sur tel produit trouver le plus de bugs qu'ils peuvent. Tu leur donnes 3 semaines. Switch de produit, 3 semaines. Peu importe la durée, là, mais.
puis ils te génèrent des rapports, mais ça leur donne, ils ont la connaissance, ils connaissent l'intérieur de l'entreprise, ils connaissent le logiciel, connaissent le monde, ils peuvent parler aux développeurs, ils ont les accès, ils ne font pas ça en mode sans accès. Ils ont tous les accès, ils ont le code source, ils ont tout. Fait qu'ils sont capables de trouver des problèmes super complexes à l'intérieur des logiciels, qui, pour un testeur externe, ça lui prendrait 2-3 mois, mais lui, vu qu'il est à l'interne, il a toutes les connaissances possibles, fait qu'il est capable d'aller plus loin comme ça. C'est la meilleure manière pour faire ça, mais ce n'est pas toujours facile. Là, je ne sais pas si ça va marcher. Ouais, Ça ne sera pas long. Je vais juste partager l'écran. Desktop. OK. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Burp Suite? Il dit oui. OK. Burp Suite, c'est un outil de test de sécurité, mais qui peut être utilisé pour faire du QA. Il peut être utilisé pour faire du DAST au complet. Il est payant, celle-là, je pense qu'il est 450 US par année. Il y en a des gratuits, mais ça, c'est celle-là le plus connu et avec le plus de features aujourd'hui. L'idée est que si... c'est un proxy. Fait que si on va dans Firefox, les requêtes qui sont envoyées à Firefox sont envoyées ici. Là, je ne sais pas s'il est configuré. Non. OK. On va faire ça live. Fait que toutes les requêtes de la page web apparaissent ici. Puis je peux y dire aussi intercept la requête. Puis si maintenant je retourne au site web puis je le refresh, il va refresher à l'infini parce qu'il a intercepté la requête puis il attend. Fait que je suis capable de dire change les données manuellement puis il continue après. Là, tu peux dire off puis il va continuer. Puis dans l'history, tu as toutes les requêtes qui ont été faites. Fait que là, nous, on veut, mettons, attaquer IA.ca, faire des tests. On peut l'ajouter au scope. Je vais vite, là, mais dans le scope ici, oups. Il y a trop d'affaires dans l'écran. Dans le scope, on voit que ça, c'est ce qui est permis de tester. Il ne fera pas des attaques ailleurs. Fait que rendu là, on peut dire, il y a plein de trucs, là, mais montre seulement les systèmes dans le scope. Fait que là, il y a juste eu 2 requêtes à IA. Mais tout ce qu'on va faire sur le site web, qu'on va cliquer, si c'est dans le même domaine, là, vont apparaître ici. Fait que là, il y a / assurance auto. On voit les requêtes au complet qui sont faites. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut tout faire les tests sans retourner dans le browser avec le repeater ici. Puis je peux dire, bon, teste-moi ça, change la variable ici, puis envoie la requête, j'ai le résultat live. Je suis capable de voir ça. Mais je peux prendre cette requête-là puis l'envoyer dans ce qu'on appelle l'intruder. Puis l'intruder, toutes ces variables-là, je peux lui dire le document ici, rends-le en termes de variables, flush le reste. Là, je peux lui dire payload. Là, il y a des listes qui existent en ligne. C'est ce que je vais vous montrer pour répondre à la question de tantôt. Là, on peut mettre de l'injection ici, là. Les injections de sécurité. Fait qu'il dit qu'il va faire 2 attaques parce qu'il y en a 2, puis il y a une position dans laquelle il va faire l'attaque. Mais si je prends celle-là pour un deuxième injection point, il va le faire 4 fois parce qu'il y a 2 positions fois 2 payloads. Quand tu payes sur Start, ben, il va faire les attaques. La version payante, elle va plus vite. Là. La version pas rapide, c'est ce qu'elle fait. Puis là, on voit que pour ce payload-là, la réponse, c'est 200. La grosseur de la réponse, c'est ça. Fait que de manière automatisée, dans nos tests, qu'on prend les listes complètes, qu'on peut aller voir, là, SecList. Il y en a plusieurs, ça, c'est la plus connue. Il y a une liste sur le web de fuzzing, puis là, tu as toutes les injections, les XSS, puis il y en a une gamme. Il y a même du JSON, parce que tout marche en JSON aujourd'hui. Fait que c'est tous les trucs qui ne sont pas supposés d'arriver qui vont être mis là. Fait que tu sais, les champs nuls, les données encodées, etc. Fait que là, on peut copier la liste, dire de mettre ça là, puis il va toutes les tester un après l'autre. Fait que ça nous fait du test automatisé de sécurité, mais qui fit autant au niveau du QA. Puis tout le concept de logique peut être fait là-dedans.
Parce que dans le repeater, ben, si j'ai le cookie de quelqu'un qui est authentifié en termes d'utilisateur, ben, je peux aller ici et dire, mettons, ben, va dans la section admin, est-ce que j'ai accès avec ce cookie-là? Tu es capable de tout manigancer ça sans retourner jouer dans le browser, te déauthentifier, t'authentifier, blablabla. C'est vraiment le fun. Là, il y a des tonnes et des tonnes d'options, il y a des tonnes de plugins, il y en a des payants, il y en a des gratuits. La communauté est tout en arrière de ça. C'est un peu comme ça que ça se fait. Je peux vous copier dans le checklist dans le chat. Il en existe, comme je dis, des centaines, là, mais est-ce que j'ai le chat? Oui, ici. Comme ça ici. Ça ressemble à ça. Avez-vous des questions? Yes? C'est un truc pour convaincre potentiellement des réticents qu'on déploie un bursuit là sur qui passe potentiellement de développeurs à gauche et à droite. Tu vas venir, mettons. Moi, je vois la valeur. Oui, oui, tous les développeurs devraient avoir ça. Les développeurs ont un bursuit, ça reste un outil en guillemets d'hacker. Ouais. Je peux voir des profils des gens de sécurité arriver et dire Oui, oui, non, ça fait du sens. Il y a plusieurs réponses à ça. Tu en as une gratuite aussi, là, si le budget, c'est un problème, tu prends Zap, qui est la même chose. Mais pour le concept de dire que ça n'a pas de sens, c'est de la sécurité, commencer avec le Security Champion, je pense que c'est le point numéro 1. Mais il faut convaincre la business que la sécurité est importante. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes ici, mais le but, c'est de vendre, pas de vendre, mais de mettre en place le concept du Security Champion pour que chaque champion dans leur équipe de développeurs parrainent la sécurité dans leur truc. Fait que là, ça serait de dire cette personne-là a une licence à cet outil-là. Tu formes cette personne-là au OWASP Top 10, qui est justement là, le truc ici où ce que ça répertorie tous les problèmes. Là, je ne sais plus, attends un petit peu. Oui, exact. Ça va dans ta formation, etc. Fait que ton champion, c'est la manière de rejoindre tes développeurs. Tu les formes à toutes les 2-3 semaines, à toutes les semaines, si vous êtes capable, vous les donnez des présentations, vous faites des CTF, vous leur montrez des trucs. Le but, c'est de leur montrer ça au minimum, le top 10. On vient de l'implanter justement à ma job, c'est ça qu'on fait. On leur montre le top 10, on l'a divisé en plusieurs conférences puisqu'il y a trop de données. On fait des journées des heures où on jump juste sur une vulnérabilité spécifique, puis on leur demande de les trouver. On va faire des journées, trouve des bugs dans ton application, fait que tout le monde va fouiller dans leur code. Fait qu'il faut vraiment les impliquer comme ça. Ça devient beaucoup plus facile quand tu as un programme comme ça de dire paye 400$ versus se déployer à tout le monde sans que ça sache trop c'est quoi le problème. Oui, ben c'est ça. Là, il faut que tu ailles le programme. Tu définisses le programme pour le monde qui s'inscrive, tu leur demandes leurs skills, etc. Ouais. Il y a une question sur Kali qui englobe tous les outils de Pentest. Oui, Kali a déjà, en fait, Zap et Burp dedans. Mais je veux dire, c'est une distribution Linux là, qui est rapide à utiliser. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Perso, j'ai fait du pentest applicatif pendant 4 ans non-stop pour une firme. J'étais en Windows à la journée longue avec Burp ouvert à 100% du temps. Je n'avais pas besoin d'autre chose. Ça dépend des besoins. D'autres questions? Cool. Merci tout le monde. Apprécié.